Bon, on va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à ce séminaire Les échos du crash de décembre, où on va vous parler des résultats préliminaires de l'action concertée qui présente une enquête sur la précarité résidentielle des locataires aînés. Et donc, on va, avoir, un peu une première présentation des données recueillies pendant le printemps et l'été, sur, 3 types de collectivités, La Petite Patrie, Longueuil et Saint-Jérôme. Et on a le plaisir pour cela d'avoir, avec nous Hélène Bélanger, qui est professeure en études urbaines et touristiques à l'UQAM et membre du CRASH, et Julien Simard, qui est chercheur postdoctoral en études urbaines et touristiques aussi à l'UQAM et également chargé de cours en travail social. Donc, comme pour la précédente version, on va avoir une petite demi-heure, 40 minutes de présentation et puis on ouvrira par après la salle aux questions. Donc, Hélène et Julien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté de présenter vos travaux aux Échos du Crash. Merci beaucoup, Violaine. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour cette présentation on va commencer sans plus tarder. Julien, je ne sais pas si tu veux ouvrir Oui. le PowerPoint. Je vais Allô, m'approcher du micro pour vous être nous un peu entendez plus... bien? Excellent. Yes. Et voilà. De retourner en arrière d'une diapo, Oui. simplement pour la mise en contexte. Voilà. Alors, le projet, en fait, le logement locatif privé, facteur d'exclusion socio-territoriale pour les personnes aînées, est un projet qui est financé par le FRQSC via le programme Action concertée auquel sont associés différents partenaires institutionnels. Donc, c'est une recherche qui vise les transformations, en fait, on l'espère, du moins, de certaines politiques publiques. Avant de présenter les premiers résultats, je vais quand même revenir sur certaines dimensions du projet. C'est quoi la nature du projet comme tel? Donc, vous voyez la liste des co-chercheurs à l'écran et de façon plus... Oups, merci. Une souris un peu très dynamique pour moi, ergonomique, je suis moins habituée. Donc, vous voyez ici l'équipe, en fait, l'équipe de chercheurs, chercheuses, co-chercheurs, co-chercheuses, et la liste d'assistants et d'assistantes de recherche. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une dizaine d'étudiants qui ont été ou qui sont toujours impliqués dans le projet, ainsi que les 3 partenaires du milieu, le comité logement Petite Patrie, le comité logement de la Rive-Sud et également la table de concertation à Saint-Jérôme. Donc, nous, dans ce projet-là, on s'intéresse plus spécifiquement à l'exclusion territoriale qui est induite par la précarité résidentielle contrainte, en fait, qui nous permet d'aborder, dans une certaine mesure, des situations de mobilité résidentielle, d'immobilité aussi qui sont subies, c'est-à-dire que les gens qui aimeraient déménager ne sont pas en mesure de déménager, des facteurs d'incertitude ou des incertitudes résidentielles qui peuvent être liées à des dynamiques de gentrification, des dynamiques de rénovation urbaine ou encore de spéculation immobilière. Et tout ça dans un contexte où les plans et les politiques qui visent à faciliter le vieillir chez soi et aussi les mesures en habitation ne permettent pas de réduire de façon significative les inégalités et les exclusions des personnes aînées. Donc, notre recherche est cadrée par 4 questions. La première sur la portée et les limites des moyens qui sont mis en œuvre à différentes échelles pour lutter contre cette précarité résidentielle chez les personnes aînées. La deuxième question sur l'insécurité d'occupation vécue par les ménages aînés locataires. La troisième sur les caractéristiques de cette insécurité résidentielle et la quatrième sur les tactiques des ménages face à cette insécurité résidentielle. Méthodologiquement parlant, en fait, c'est qu'on peut dire que la recherche... Puis la souris a bougé. Merci. on l'a. La recherche, finalement, méthodologiquement, poursuit 3 grands objectifs qui correspondent finalement à 3 grandes étapes de la recherche. La première, en fait,
sur les mécanismes institutionnels. Donc, qu'est-ce qui existe pour protéger les personnes aînées au niveau de la question du logement, des sécurités résidentielles. Donc, le travail de production et de données complété, on a fait une synthèse des connaissances, une recherche documentaire, on a fait une analyse de la jurisprudence de l'article 1959.1 sur lequel on va revenir à la fin de la présentation. On a eu des groupes de discussion avec les informateurs clés. On a fait le portrait des localités dans le cadre de stages que les étudiants et les étudiantes ont fait lors du premier été. Donc, on va vous présenter en gros quelques résultats relatifs à ça. La deuxième étape, c'est vraiment l'expérience des locataires aînés à partir d'entretiens semi-dirigés qu'on a menés dans les 3 localités et qui sont toujours en cours. Donc, on va présenter quelques premiers résultats, mais d'une partie des premiers entretiens que l'on a déjà effectués et qui ont eu une pré-analyse, mais les analyses sont en cours et les entretiens sont toujours en cours. Et finalement, la troisième étape, qui, elle, vise les actions du soutien du milieu. Donc, on va retourner sur le terrain pour interviewer les gens du milieu pour voir quelles sont les tactiques qui ont été mises en place pour lutter contre cette précarité et insécurité résidentielle. Et ça va être fait dans des activités de co-construction de connaissances à partir du début 2023. Donc, les premiers résultats, qu'en est-il de ces premiers résultats? Je pense que je bouge toujours la souris, vous m'excuserez. Je ne suis pas très bonne avec... Oui. Merci. Voilà. L'exploration des premiers résultats, en fait, comme le mentionnait Violaine, c'est 3 différents types de localités. Le quartier Petite-Patrie, donc un quartier de centre-ville, une banlieue proche dans la ville, c'est-à-dire la ville de Longueuil, et un centre régional, c'est-à-dire la ville de Saint-Jérôme. Les analyses, comme je le mentionnais, sont toujours en cours et des données sont encore manquantes, mais ça nous donne quand même, on commence déjà à avoir des résultats assez intéressants à vous présenter et des réflexions exploratoires. En fait, rappelons, parce qu'il n'y a pas de diapo vraiment là-dessus, c'est que quand on a fait la synthèse des connaissances, mais on avait quand même fait ressortir des dimensions qui nous permettent de faire ces analyses-là, c'est-à-dire tout ce qui concerne la santé, le transport, l'environnement, et c'est pour ça qu'on a fait les profils des municipalités qu'on va vous présenter ou mettre en contexte de façon très succincte. Et on a fait aussi une analyse assez poussée de certaines politiques, dont un Québec pour tous les âges et également les programmes et plans d'action municipalité Amis des aînés et Ville Amis des aînés, sur lesquels je vais revenir brièvement, mais qui feront l'objet éventuellement de publications spécifiquement là-dessus. Pour les prochaines minutes, on va présenter ces fameux résultats pour les 3 localités. En premier lieu, pour le quartier La Petite-Patrie, qui a une typologie d'habitation qui est caractérisée par des plexes, comme vous le savez sans doute, de 2 ou 3 étages, en rangée, des petits walk-up, dont la moitié ont été construits avant les années 60. C'est un quartier qui est très gentrifié, et toujours en gentrification. Et la population, là, on a des données du dernier recensement, mais seulement pour la circonscription fédérale. Donc, c'est là-dessus que je vais me fier pour présenter une augmentation tout de même de 2 % de la population depuis le dernier recensement. À la suite, surtout, on le présume évidemment, des nouvelles constructions sur lots vacants. Le taux de locataires est de près de 69 % en baisse très légère de 1 point de pourcentage depuis 2016. Les loyers ont augmenté rapidement. Et ça, c'est évidemment causé, entre autres, par les saisies et expulsions qui ont été documentées par le Comité Logement Petite-Patrie au niveau des saisies et expulsions frauduleuses ou malveillantes. Les logements vacants ont augmenté plus vite, le loyer, je veux dire. On parle vraiment une augmentation plus rapide entre changements de locataire que le loyer moyen, selon les enquêtes du Kijiji notamment. Parmi les locataires, 27 % consacraient 30 % ou plus pour se loger et 15 % ont des besoins impérieux, ce qui est quand même assez important. Et malgré la gentrification, la population a connu un certain vieillissement de un peu plus d'1 point de pourcentage, qui est moins important que dans les 2 autres localités, ce qui peut être confirmé la gentrification qui est en cours. 30 % des 65 ans et plus ont un faible revenu, ce qui peut les mettre dans une situation évidemment de précarité. Il y a un plan municipalité Amis des aînés qui a été adopté au niveau de l'arrondissement, mais c'est axé exclusivement, et c'est souvent un problème que l'on semble rencontrer avec les plans MADA, sur des questions de mobilité et sur des questions d'espace public. Donc, malgré les préoccupations qui ont été manifestées, entre autres, pour du logement abordable, accessible,
sain, adapté, sécuritaire et de protection contre les évictions. Tout ça, ça avait été manifesté par la table de concertation des aînés de Montréal. Et même si le logement est une des 6 dimensions prioritaires de la ville, le plan MADA ne parle pas vraiment de vieillir chez soi, ni de précarité résidentielle comme telle, même si 13% des aînés vivent dans un ménage à faible revenu. La position des acteurs, en fait, j'aurais dû mettre ça. 30%. Oui, en fait, c'est que, merci de me le souligner, c'est que 30% des aînés ont un faible revenu, mais si on prend dans l'ensemble des ménages, là, le taux va baisser parce que quand il y a 2 personnes, en fait, entre 1 et 2 personnes, le faible revenu est presque le même. Ça, c'est un autre problème. Et c'est pour ça qu'on baisse à 13% quand on parle des ménages. Et c'est souvent là-dessus qu'on va se fier dans certaines politiques sur le revenu des ménages et non pas le revenu individuel. Donc, on peut voir que les locataires aînés sont particulièrement vulnérables dans Petite Patrie. Le marché locatif est sous pression et ça, évidemment, ça a été aussi souligné par un des, je pense qu'on peut changer de diapo, ça a été souligné aussi par un des intervenants que l'on a interviewé dans un des groupes de discussion. Et les informateurs clés reconnaissent que la dynamique immobilière n'est pas différente à Montréal qu'à Vancouver ou Toronto, même si certains acteurs politiques tentent de dire que c'est moins pire, et qu'il y a dans Petite Patrie aussi un très, très fort sentiment d'attachement des personnes aînées qui sont obligées de déménager hors du quartier, en pleine pandémie aussi, ce qui est arrivé à la suite d'augmentations de loyers qui ont été jugées abusives. Et dans d'autres cas, il y a eu des immobilités forcées, donc des personnes aînées qui auraient bien aimé quitter leur logement pour des questions notamment d'insalubrité, qui n'ont pas pu le faire pendant la pandémie parce que le logement était adéquat. Et un autre des problèmes qui a été soulevé par les intervenants, c'est que lorsque les aînés quittent leur quartier auquel ils sont très attachés, en plus du sentiment de perte de communauté, ils font face à une rupture de service, de soutien des organismes communautaires. Je vais passer la parole à Julien qui va vous parler un peu des résultats de l'expérience des locataires. Une chose qu'il faut dire, c'est que, dans la Petite Patrie, ça fait depuis au moins 2010-2011 qu'il y a justement des recherches sur la gentrification. Les premiers travaux, c'était Damaris Rose, Victoria Burns, Jean-Pierre Lavoie, qui avaient travaillé sur l'exclusion indirecte, donc le déplacement indirect en quelque sorte. Il y a la recherche qu'on fait en ce moment. J'ai fait une partie de ma thèse aussi dans la Petite Patrie. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les gens, quand on parle de chez soi, notamment, ce n'est pas nécessairement le logement qui occupe actuellement, au moment de l'entretien, parce que souvent, c'est un sous-marché locatif. C'est des 4,5 qui sont encore à 300-400 $. Le marché est rendu à 1 400, 1 500, 1 500 $ dans la Petite Patrie. Donc, ils ne veulent pas nécessairement rester dans le logement qu'ils occupent. Mais dans le quartier, oui, parce que c'est là qu'il y a la socialisation, les organismes, le quartier pratiqué à quelque part. Donc ça, c'est intéressant comme résultat. On verra dans l'analyse plus loin un peu si c'est aussi le cas à Saint-Jérôme et Longueuil. Mais dans la Petite Patrie, dans un quartier central montréalais, ça, c'est très prégnant. Alors, donc, dans la Petite Patrie, 13 entretiens ont été complétés. Donc, avec des locataires entre 65 et 84 ans, donc 7 femmes et 6 hommes. Est-ce que c'est la slide suivante? Oui. Ah, OK, c'est ça. Je vais juste relire un peu l'intervenant, ce qu'il fait après. Donc, c'est ça. Les épreuves résidentielles qui sont vécues, c'est notamment des problèmes récurrents de vermine, donc de l'insalubrité, évidemment. Pour les gens qui sont dans le logement, et je vois ici Eric, on ne vous apprendra rien là-dessus. L'augmentation abusive du loyer, menace de reprise ou d'éviction qui semble frauduleuse ou malveillante. Et ce n'est pas nécessairement binaire. Un propriétaire peut user de ce qu'on appelle des tactiques informelles en même temps de faire une démarche dite formelle au TAL. Donc, des fois, l'informel, donc disons, en dehors du regard juridique, permet d'accélérer les choses pour eux. Donc, ici, on a un intervenant ici dans la Petite Patrie qui nous dit de ce qu'il voit sur le terrain. C'est la même chose, toutes les générations qui subissent des pressions d'un propriétaire pour déménager de façon rapide. Au début, c'est une conversation. Ça, c'est un peu le gradient de la violence qu'on peut dire. Au début, c'est une conversation, puis après ça, on essaie de séparer les locataires pour vraiment isoler chaque personne pour leur faire des propositions. Donc, un petit pactole, quelques milliers de dollars, quelques centaines.
Après ça embarque rapidement dans les menaces. Hein. On s'entend que la corde est quand même courte. Et puis, les aînés, j'ai vu un coordonnateur de comité logement à l'œuvre, il essaie de garder un bloc appartement, que les personnes puissent garder leur logement. Mais les premières personnes qui ont signé, ça a été les aînés. Parce qu'ils étaient premièrement en pris de court, ils avaient peur, ils étaient insécurisés. Il y avait de la pression, voire même peut-être un peu de harcèlement de la part des propriétaires privés qui achetaient. Donc, tout ça en même temps. On essaie de retrouver le curseur. Bon, il est là. Alors, ici, ça, c'est une entrevue que, en fait, c'est moi qui ai faite, avec une locataire âgée qui, justement, trajectoire migratoire, se fait dire par sa propriétaire en louant le logement, tout va bien, ici, c'est propre. Et finalement, c'est infesté de vermine. Deux voisines, l'autre qui habitent le même logement, hein, on les a interviewés les deux. Donc, des cafards, des punaises de lit. L'exterminateur est venu plusieurs fois, les problèmes reviennent. Donc, leur histoire suggère qu'ils ont clairement affaire à un ou une marchand de sommeil qui possède plusieurs propriétés avec un problème similaire dans la ville. Donc, c'est des slumlords, comme on dit. Ils ont un effet évident sur leur santé psychologique. Hein? Ici, on voit ça. Là. Ah, c'est terrible. Donc, la nuit, ça vous empêche de dormir, j'imagine, des choses comme ça. Ah oui, je suis au bord de la déprime. Là, je dis, ah oui. Oui, parce que mes filles ne veulent pas venir à la maison parce qu'elles ont peur, ne veulent pas que j'aille chez elles parce qu'ils ont peur que je ramène des punaises. Donc, par exemple, la dernière fois, c'était mon anniversaire. Ils sont venus, on s'est vus dans la rue en bas. Donc, en pandémie, en plus, il y a comme cette double contamination possible, là, non seulement virale, mais aussi de la vermine, ce qui c'est vraiment un enjeu de santé publique majeur. Et puis, dans cette situation-là, les inspecteurs étaient venus plusieurs fois. L'exterminateur est venu 12 fois. Ça n'a rien changé parce que le problème est dans tous les logements. Et puis, c'est ça avait clairement des conséquences sur cette Madame Aziza qui, évidemment, c'est un nom fictif, mais qui s'empêchait aussi de sortir de la maison, hein? Pas juste d'avoir la visite. Donc, ça a un effet en cascade sur l'isolement, puis on sait comment l'isolement est un déterminant majeur, un déterminant social de la santé pour les personnes vieillissantes. Voilà. Ah. Okay. Il y a une autre situation à Petite Patrie, ça ne sera pas long. Monsieur Grimstar et Madame Jeanne, hein, tous deux ont fait face à une augmentation de loyer excessive. Hein. On n'a pas de citation ici, mais c'est pas grave. Monsieur Greenstar, qui habite son appartement depuis 15 ans, a un nouveau propriétaire. C'est souvent le cas, hein? Quand les nouveaux propriétaires achètent, vous le savez tout aussi bien que nous, il faut rentabiliser la valeur marchande face au loyer, hein, qui souvent sont découplés. Donc, il semble faire face à des tactiques abusives, pression pour déménager dans une unité rénovée, bien que non terminée, avec augmentation de loyer substantielle, coupure d'eau sans préavis, etc. Madame Jeune est une femme très active qui est dans un studio depuis 26 ans. Les nouveaux propriétaires ont émis un avis d'expulsion pour rénovation majeure, et ce qui semble être une augmentation de loyer excessive. Elle et plusieurs de ses voisins ont donc contesté à la fois l'expulsion et l'augmentation de loyer, et l'affaire est devant le tribunal administratif du logement. Donc, c'est des situations évidemment comme celle-ci qu'on documente à la Petite Patrie et ailleurs. Maintenant, allons voir à Longueuil. Bon, Longueuil, c'est une ville qui a plus de 250 000 habitants, une augmentation assez importante de sa population. On parle de 6 % depuis 2016. Typologie résidentielle, bon, on parle de 32 % de bungalows, 49 % dans des appartements de 5 étages, dans des immeubles à appartements de 5 étages ou moins. Donc, quand même, beaucoup, une typologie résidentielle qui montre un taux de locataires qui est assez important. On parle de 48 %. Un ménage locataire sur 4 consacre 30 % ou plus pour se loger, c'est quand même assez important, et près de 15 % des ménages locataires ont des besoins impérieux. Les prix des loyers moyens disponibles ont augmenté considérablement, on parle de 12 % entre 2021 et 2022 pour les logements disponibles sur Kijiji, selon la dernière enquête du Reclalc. Longueuil, c'est une ville qui est certifiée MADA, donc Municipalité Amie des aînés. Ça veut dire que, bon, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais dans le cas, ce qui est intéressant dans le cas de Longueuil, c'est que MADA, dans son deuxième plan, a axé son deuxième plan, en fait, sur le vieillissement chez soi et l'habitation inclusive, mais pour le moment, je dirais que ça s'est peu traduit par des actions concrètes qui ressortent du plan MADA, du moins, pour ce qui est de Longueuil. On a fait aussi une entrevue avec des informateurs clés qui a réuni finalement un conseiller municipal, des organisateurs communautaires, même un intervenant des services de santé de première ligne.
Et le groupe de discussion a mis en évidence vraiment les difficultés similaires vécues à Longueuil que ce que je viens de mentionner, en fait, de ce qui était vécu dans Petite Patrie. Et en plus, ils ont mis en perspective le fait que les personnes âgées avec lesquelles ils travaillent ont vraiment des problèmes de logement, que la crise actuelle du logement qui est vécue à Longueuil aggrave la liste d'attente pour du logement social et communautaire. Et également, Longueuil fait face à des problèmes de rénovation avec entente douteuse, pour reprendre le terme qui avait été utilisé lors du groupe de discussion. Donc, des ententes douteuses qui sont signées entre locataires et propriétaires. Et parfois même, dans certains cas, les locataires font face à des pertes de services ou de qualité de service, font face à du harcèlement, voire de l'intimidation de la part des propriétaires ou des représentants des propriétaires, et qu'il est très difficile pour les personnes aidées de se battre, de faire valoir leurs droits. Donc, Julien? Une chose intéressante à Longueuil aussi, c'est qu'il y a beaucoup, et là c'est dur à chiffrer parce que c'est un peu dur à voir, il y a beaucoup de logements encore semi-maison de chambre, ce genre de construction-là qu'un intervenant me disait, ce qu'on appelle en bon québécois des nids à feu, okay? Donc des endroits qui ne sont peut-être pas aux normes résidentielles ou dont la sécurité incendie. Et là, il y a un double problème à Longueuil, c'est que à la fois, on veut garantir, bon, du moins sur papier, le logement, une sécurité de logement pour les personnes âgées à faible revenu, mais de l'autre, il y a une volonté de s'attaquer à ces bâtiments qui sont dangereux. Sauf qu'en faisant ça, ça prive, c'est comme un sous-marché de l'habitation qui disparaît. Donc, il y a comme toutes ces dynamiques-là à prendre en compte dans l'intervention publique, puis c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours intégré. Donc, Longueuil, c'est ça, c'est moins dense qu'un quartier central. C'est ça. Puis, si je peux me permettre d'ajouter une précision par rapport à ces logements qui ne sont pas sécuritaires, selon un des intervenants, c'est 5 000 logements qui seraient considérés comme illégaux. Donc, à chaque fois que la ville repère un de ces logements-là, les gens sont expulsés pour des questions de santé et de sécurité. Ça s'inscrit dans une longue tradition. Longueuil, il n'y a pas 50-60 ans, c'était presque un bidonville là, à Côte-Rouge. Donc, c'est autre chose. Maintenant, en termes d'expérience, donc, un acteur du milieu communautaire nous dit je dirais que ça a toujours été le cas. Ça fait plusieurs années qu'il y a une crise du logement. Il y a un manque de logement, ça c'est évident, mais j'ai senti une très grosse exacerbation depuis la crise de la COVID. Puis même moi, un peu comme les gens du comité, je reçois beaucoup d'appels de toutes sortes pour des rénovations, des gens qui se font jeter en dehors de leur réseau, toutes pour des raisons non légitimes. Il faut aussi comprendre que il y a une pression de Montréal vers Longueuil, parce que c'est ce qu'on appelle en anglais le ripple effect, ou un effet de vague, où finalement les quartiers centraux montréalais deviennent tellement chers qu'on se déplace l'autre bord du fleuve. Donc, ça crée une pression sur l'immobilier là aussi. 7 entretiens ont été complétés à Longueuil, bientôt 10. C'est difficile de recruter à Longueuil. On a de la misère à savoir pourquoi exactement. On travaille fort, mais c'est peut-être parce que une de mes hypothèses, c'est que c'est peut-être moins concentré, justement, en termes de. Les solidarités sont peut-être moins concentrées avec les organismes communautaires, notamment, même s'il y en a plein. Et la peur semble jouer beaucoup aussi, là, vu qu'on est comme en protocole COVID aussi, méthodologiquement, on fait souvent des entretiens par téléphone pour ne pas risquer de contaminer les aînés. L'été, on en faisait quelquefois dans des parcs, quelquefois chez les gens ou sur leur balcon. Mais là, en période de haute contamination communautaire, c'est pas très prudent. On ne devrait pas avoir sur la conscience de contaminer quelqu'un ou quelqu'une. Donc, il y a ce mur de la peur à franchir. Il est quand même difficile à faire, mais on y parvient quand même. Okay? Donc, on a interviewé 7 personnes entre 67 et 78 ans. Il indique que 2 d'entre eux vivent de l'insécurité résidentielle mettant en péril leur droit de maintien dans les lieux. Dans le premier cas, ici, je ne sais pas si derrière il y a une citation. Oh, ici. Dans le premier cas, après ça, je vais vous lire ça, c'est un homme de 70 ans vivant seul dans son appartement depuis 12 ans. Le locataire a investi beaucoup d'énergie pour l'améliorer, justement, ce logement-là. Mais il fait l'objet d'intimidation de la part du concierge, dont le mandat serait d'expulser les locataires par tous les moyens. Mais dans ce cas, le locataire est impliqué dans son comité, a réuni ses voisins pour porter plainte au TAL. Dans le deuxième cas, un homme de 67 ans habitant le même immeuble depuis 18 ans a reçu une augmentation de loyer abusive au cours des 2 dernières années et sa propriétaire a eu un comportement intimidant pour atteindre son objectif.
Je pense que c'est des citations Ok. après ça. Puis après ça, je vais juste vous lire qu'est-ce qui... Oups. Encore un autre intervenant. Excusez, qui nous dit ce que je remarque au sein de ma clientèle, que ce soit à Longueuil ou secteur Champlain, Greenfield Park, évidemment, Longueuil, c'est pas uniforme, là. C'est une agglomération, il y a des poches de pauvreté, puis il y a des banlieues riches, hein, des zones de pavillons très, très, bon, classe moyenne élevée, disons. Et sur les deux territoires que la clientèle que j'avais, 75 ans et plus, c'est la majorité de ma clientèle. D'une part, porter plainte, même si on veut les accompagner, même si on leur dit quel chemin suivre, même si on est prêt à compléter les formulaires, la structure est trop lourde. Hein, porter plainte, au final, ça ne change pas vraiment la situation résidentielle d'une personne. Porter plainte à la Commission des droits de la personne pour que ça finisse quelques années plus tard au tribunal des droits de la personne, c'est fastidieux, c'est long. Quand tu as 75 ans, tu te dis « je vais sûrement être mort de toute façon ». Donc, c'est quasiment il faut quasiment le faire par don de soi pour créer de la jurisprudence, là. Et ça, ce sont rares les personnes qui veulent faire ça. C'est quasiment des avocats ou des avocates à la retraite qui peuvent justement s'engager dans cette trajectoire-là. Et je continue. Là, je parle en résidence privée, hein. En résidence privée, c'est le CAP, le comité des plaintes aussi, hein. Et puis, les échos du terrain qu'on a de tout ça, c'est aussi que les gens ont l'impression que les plaintes finissent dans une tablette et que ça ne changera rien de toute façon. Il y a peut-être juste la protectrice du citoyen qui regarde ces plaintes-là et qui fait son rapport à chaque année. Sinon, l'effet entre la bureaucratie de plainte et le réel est complètement absent, là, ou presque. En logement, comme vous et moi, si on est locataire, c'est trop demandant pour eux. On le dit aussi, les gens, quand ils vieillissent, deviennent plus nerveux, plus anxieux. On a peur aussi de cette structure-là qui fait que j'ai très peu de gens qui ont porté plainte, qui ont tenu leur bout jusqu'à la fin. Là, il faut faire attention par contre ici. Quand on travaille avec les aînés, il y a souvent cette tendance à les percevoir comme fragiles, vulnérables, etc. Mais c'est complexe. Tu peux être à la fois fragile et à la fois résilient, résiliente ou combatif, hein, OK? Bon, on parle à des gens souvent, on a certainement un biais d'échantillonnage qui fait que c'est des gens, bon, plus portés à la discussion et peut-être à monter des dossiers justement qui veulent nous parler, évidemment. Ils peuvent nous dire qu'ils ne dorment pas pendant un an, qu'ils sont complètement traumatisés, mais en même temps, ils se battent au tal puis ils réunissent leurs voisins. Donc, il faut faire attention avec ça aussi. Il y a des personnes aînées qui sont vraiment dans des situations psychosociales et de santé extrêmement graves, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des ressources non plus, qui n'ont pas de résilience, d'agentivité du moins. Encore allons voir à Saint-Jérôme. Oh, il y a encore une citation de Longueuil. Excusez-moi. Une après? Non, OK, c'est la seule. Je vous la lis parce que ça vaut la peine. Le propriétaire a toujours des bonnes raisons d'augmenter, évidemment. Il y a 2 ans, quand j'ai eu l'augmentation d'un coût de 50 $, 50 $ quand on gagne un salaire fixe, un revenu de pension souvent fédéral couplé à un peu provincial, c'est pas indexé à l'inflation, ça, c'est 1% quelque. Il y a 2 ans, quand j'ai eu l'augmentation d'un coût de 50 $, c'est parce qu'elle a changé le chauffe-eau. Okay? Et puis, bien sûr, qu'un chauffe-eau au gaz, c'est dispendieux, mais là, si on l'avait payé dans un an, là, le chauffe-eau, ça devrait rebaisser là, de 50 $, mais ça ne baisse pas. Ça augmente parce que cette année, les assurances qui sont montées, et puis pas cette année, c'est l'an passé, les assurances. Cette année, c'est les taxes. Il paraît que c'est rendu terrible, alors ça augmente tout le temps. Donc, quand il y a des augmentations de taxes, plusieurs comités logements l'ont dit, OK, sauf que c'est sûr que ça se répercute sur les coûts des loyers. Maintenant, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme est aussi un cas très intéressant. On en entend de plus en plus parler, notamment pour les problèmes de crise du logement, augmentation de l'itinérance et tout ça. Donc, Saint-Jérôme, on parle d'un peu plus de 80 000 personnes, augmentation importante de la population, on parle de 8 % en un an. On peut penser aussi avec tout le phénomène de l'étalement urbain, surtout post-pandémie. 3 localités. En fait, Saint-Jérôme concentre la part la plus importante de personnes aînées, on parle de 65 ans et plus, 24 %, une augmentation de 20 % depuis le recensement de 2016. 23 % des 65 plus ont un faible revenu, mais très peu font partie d'un ménage identifié comme étant un ménage à faible revenu, donc il y a plus de ménages familiaux. Le taux de locataires est en augmentation, ce qui en fait aussi un cas intéressant, c'est maintenant rendu à 49 % comparativement à 45 en 2016. Et le parc de logement est constitué à 42 % de logements locatifs dans des immeubles de moins de 5 étages et 37 % de maisons individuelles. Un peu plus de 30 % des ménages consacrent 30 % ou plus pour se loger.
Et le pourcentage va varier selon le secteur de la ville et la vieille ville va concentrer vraiment les taux de pauvreté les plus importants. Un ménage sur 5 a des besoins impérieux en logement. L'augmentation pour les logements vacants entre 2021 et 2022 a été considérable. On parle de 24 pour toute la zone Saint-Jérôme, Gore et Saint-Colomban. Donc, on voit que ça a augmenté vraiment entre les locataires, selon l'enquête Kijiji du Recalc. La position des acteurs, les informateurs clés, surtout des informateurs provenant du milieu communautaire et de santé, ont vraiment exprimé les difficultés qu'il y avait à Saint-Jérôme pour les locataires aînés, pour défendre leurs droits notamment, d'autant plus que Saint-Jérôme ferait face à de l'accaparement de la part de certains promoteurs immobiliers qui achètent des rues complètes et qui après procèdent à des grandes opérations de rénovation ou de pression pour que les locataires quittent leur logement. Les locataires ne savent pas trop comment contacter ces nouveaux propriétaires-là, qui sont souvent constitués de compagnies à numéros. Donc, quand ils ont des problèmes, ils font face un peu à une insécurité, ils ne savent plus trop vers qui se tourner. Les intervenants ont aussi mis en lumière, ce qui est assez intéressant dans notre recherche, parce que c'est confirmé dans notre analyse de l'article 1959.1 qui protège les aînés locataires de 70 ans et plus, que ça ne protégerait pas les locataires à faible revenu parce que trop souvent, ils ne remplissent pas les 3 critères, soit la durée d'occupation, le revenu ou l'âge, surtout pour la question du revenu pour des différences des fois de quelques dizaines de dollars. Donc, les reprises et évictions, même lorsqu'elles sont de mauvaise foi ou illégales, sont souvent acceptées parce que les aînés ont, et ça crée des difficultés pour les aînés. C'est ce qui revenait en fait dans les discussions avec les informateurs clés. Un autre élément qui a été soulevé à Saint-Jérôme, qui ne l'a pas été dans le cas des 2 autres localités, mais ça l'avait été déjà dans le cadre de d'autres travaux qu'on avait faits, c'est le fait que le TAL dirige les locataires vers les groupes communautaires pour répondre à des questions de droit. Donc, plutôt que d'informer directement ce qui fait partie de leur mandat, ils renvoient les locataires qui téléphonent vers les différents comités logement. Et on sait très bien que les organismes communautaires n'ont pas les ressources ni le mandat de remplacer le devoir d'information du tribunal administratif du logement. Exact. 12 entretiens complétés à Saint-Jérôme entre des locataires entre 65 et 85 ans, 3 hommes, 9 femmes. Les locataires aînés de Saint-Jérôme ne sont pas épargnés de l'insécurité résidentielle. Après, je vais vous lire l'intervenant, justement. Donc, 3 interviewés l'ont manifesté clairement. 2 parmi eux faisaient face à une reprise ou une éviction. OK? Je vais vous lire ce que l'intervenant dit. Si on prend les aînés, M l'a dit à un moment donné, que la majorité des aînés ne connaissent pas beaucoup leurs droits. La majorité des aînés qui sont approchés par leur propriétaire pour changer le bail, pour modifier les choses, ne comprennent pas beaucoup. Et souvent, ils signent, puis un coup qu'ils ont signé, le problème est réglé. C'est compliqué, le bail, le code civil, même pour nous qui étudions ça. Donc, ils ne savent même pas d'abord qu'ils pourraient faire des plaintes. Puis de toute façon, des fois, les aînés ont déjà pas mal de difficulté à organiser leur vie. Ça fait qu'ils n'ont pas envie non plus d'aller dans une affaire qui s'appelle un tribunal, puis monter des dossiers. Ils ne connaissent pas ça. Leurs parents, leurs proches sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps non plus. Les organismes, encore moins. M le dit tantôt, elle n'a pas les moyens d'accompagner le monde. Donc, quand le gouvernement dit « il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a rien que 254 plaintes », ben on est loin de la réalité. Ça, c'est pour moi un point majeur. Donc, l'accès à la justice, c'est une des conclusions sûrement de notre étude pour les personnes âgées en termes de logement, du moins. Là. Puis on le sait aussi pour le reste, là, notamment pour les conditions de maltraitance. C'est pas évident. Donc, une dame de 79 ans aussi qui vit dans le même logement depuis 26 ans. Elle se retrouve dans la situation classique où le nouveau propriétaire menace de l'expulser. Même si elle se bat pour défendre son droit de maintien dans la lieu, la situation est très stressante pour elle. Son propriétaire allant jusqu'à utiliser des tactiques de harcèlement comme entrer dans son logement sans son consentement afin de l'amener à partir. Avec le soutien d'un groupe communautaire, elle a déposé une plainte officielle de harcèlement. Mais bon, qu'est-ce que ça va donner? À suivre. Dans le deuxième cas, le propriétaire a convaincu le locataire de signer un nouveau bail de 6 mois, ce que pouvait légalement refuser le locataire. Un bail de 6 mois est beaucoup moins contraignant lors d'une reprise d'une éviction, parce que les délais sont plus courts.
Dans le dernier cas, la locataire âgée de 74 ans vivant depuis 2 ans dans son logement faisait face à un propriétaire irrespectueux, négligent et intimidant, n'hésitant pas à hausser le ton lors de ses demandes d'entretien de base. Il faut aussi souligner qu'il y a une dynamique de genre aussi. Ça a été documenté aussi par des chercheurs, Mira Izuara notamment, en Angleterre. On parle beaucoup du harcèlement des femmes dans le parc locatif. Le CEDAF avait fait quelque chose il y a 2-3 ans là-dessus. Le Conseil des Montréalaises aussi. Mais les femmes aînées, ouais, vivent la violence machiste aussi face à des propriétaires et des concierges. Donc, l'intervenant dit aussi, même s'ils connaissent leurs droits, c'est le problème que je vous disais, même si on leur en fait peur, qu'ils peuvent faire une plainte, ils embarquent dans tout un processus qui est hyper complexe. Puis quand tu es fragilisé, tu n'as pas envie d'aller là. En plus d'y aller là, tu as peur d'avoir du harcèlement comme ce qui se passe présentement. Donc, même d'avoir un retour de violence encore plus élevé si tu te plains, parce qu'entre les deux, ben, tu restes chez toi, finalement, tu es chez vous, en la merci de cette personne violente. On continue. Ça, c'est un locataire qui a été interviewé par un ou une étudiante de l'équipe. Puis, de ce que je comprends, quand vous avez reçu ça, là, comment vous avez réagi? Donc, j'imagine que c'est peut-être une demande d'éviction de reprise. J'ai dit non, moi, je ne touche pas à ça. J'ai dit juste au monsieur, moi, j'ai mes droits parce qu'à la télévision même, tout le monde en parlait dans les journaux que les personnes qui ont 70 ans et plus avec 26 ans d'habitation, en tout cas, c'est 10 ans dans la loi, mais bref, ce monsieur-là, cette madame, excusez, a eu la chance de connaître, de connaître la protection de 1959.1. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Autre citation, Madame Marc. À un moment donné, je l'appelle. J'ai dit, je vous appelle parce que c'est vous qui m'avez dit de vous appeler. Là. Il vente un peu et on sent le froid. Il fait froid dans son logement. Il dit, vous ne pouvez pas dire que je ne m'en occupe pas. Ça fait 5 fois que j'y vais. Oui, mais en voulant dire que si ça fait 20 fois qu'à un moment donné, j'aimerais ça que ça soit réglé. Là, ça l'a comme un peu choqué. Il a dit, si vous n'êtes pas contente, allez-vous-en. C'est souvent ça, en fait, qu'ils disent. Moi, je ne dis pas un mot. Il dit, va-t'en. J'ai dit, voulez-vous mettre ça par écrit que vous me mettez dehors? Oups. Ça a bougé tout seul. Ça l'a bougé. Voulez-vous me mettre par écrit que vous me mettez dehors? Je n'ai pas monté le ton pantoute. Fait que sans doute qu'il est resté surpris parce que là, il a baissé le ton. Des fois, passer de l'informel au formel, ça permet de calmer les ardeurs des propriétaires qui ne veulent pas s'engager dans des procédures dites formelles. Il dit, ce qu'on pourrait faire, c'est de casser le bail en commun accord. Moi, après tout ce que j'ai vécu, déménager, à y penser, je panique, je suis stressé, j'ai plus d'énergie, je suis brûlé. Donc, c'est une épreuve vraiment lourde. Puis c'est que s'il y avait des logements, peut-être que la situation se présenterait autrement, mais il n'y en a pas de choix résidentiel. Je veux dire, les personnes ne peuvent pas vraiment quitter leur logement parce qu'à Saint-Jérôme, je ne me souviens pas si on a mentionné le taux d'inoccupation, mais il est quand même bas. Il est très bas. Il est très, très bas parce qu'il y a une forte demande, il y a une grosse croissance. On l'a dit, croissance démographique, mais de jeunes familles, etc., le train de banlieue, tout ça fait que il y a une forte, forte, forte demande pour le logement. Donc, en bref. En bref, en fait, si on veut résumer, ce tableau-là résume un peu les données qu'on a présentées jusqu'à maintenant. Ce que j'avais oublié de mentionner au début, c'est qu'on catégorise finalement les épreuves qui sont vécues par les locataires à 3 niveaux. Au niveau interactionnel, c'est-à-dire les interactions soit avec le voisinage, avec le propriétaire, etc. Toutes les épreuves qui sont financières, qui sont liées à la fois au coût du logement, mais aussi aux revenus des ménages et aux épreuves spatiales, c'est-à-dire tout ce qui concerne le cadre bâti, l'environnement social aussi de façon indirecte, mais on pense par exemple à la qualité du logement ou également tout ce qui est l'environnement du logement, donc le quartier ou l'environnement immédiat. Et on peut voir que ces quelques entrevues-là, dans les 3 localités, les aînés locataires font vraiment face à différents types d'épreuves, ce qui finalement nous permet déjà d'aborder cette grille d'analyse-là de façon assez rapide. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus. J'aimerais revenir assez rapidement parce que malheureusement, il y a un petit embargo sur la diffusion des données de l'analyse de l'article 1959.1 du Code civil. Si vous vous souvenez, il y a 6 ans, le gouvernement a adopté le projet de loi 492, loi modifiant le Code civil afin de protéger les droits des locataires aînés. Et il n'y avait pas eu depuis une réelle étude d'impact, mis à part peut-être ce que Julien avait fait. Avec mon ami Jérémy Davernance, qui est avocat au Mouvement Action Chômage, on avait analysé entre 2016, donc l'entrée en vigueur, et 2017,
Et puis, ce qu'on avait trouvé, c'est à peine 15 dossiers qui avaient réussi à être 15-16, il me semble, qui avaient réussi à être contrecarrés par cet article-là. Et là, notre collègue Martin Gallier et son étudiant Benjamin Paré a fait une analyse quantitative et qualitative de la jurisprudence depuis 2016. Donc, sans vous présenter les données, je peux peut-être juste dans l'autre diapo pour montrer un peu ce que ça donne. Bon, si vous vous souvenez, le 1959.1 protège les aînés locataires qui habitent depuis 10 ans ou plus un logement avec un revenu en bas. En fait, le revenu qui permettrait à peine, qui donne accès finalement à du logement social. En ce moment, c'est 33 000 qui autour de 33 000, que ce soit pour un ménage ou pour une personne seule, si je me souviens bien, ou à peu près ça. La différence n'est pas très importante, c'est quelques milliers de dollars, et que le locataire ou la locataire soit âgé de 70 ans et plus. En fait, ce que les collègues ont répertorié, c'est que durant cette période-là, donc depuis 6 ans, il y a eu plus de 50 000 dossiers qui ont été traités au TAL. Seulement 123 ont impliqué directement la mobilisation de l'article 1959.1 et moins que la moitié a évité une reprise ou une éviction. Donc, plus de la moitié des cas a quand même mené à une décision de reprise ou d'éviction, même lorsque il y avait soupçon que le projet de reprise ou d'éviction n'était pas, je dirais, de bonne foi. Donc, on pourra vous donner des détails là-dessus. Le rapport va être rendu public sur le site web du CRASH, soit à la fin janvier ou au début février. Mais dans l'analyse qualitative, en fait, de cette jurisprudence-là, ce que les collègues ont mis en exergue, en fait, ce qu'ils ont mis en lumière, c'est que, bon, ces 3 critères-là peuvent poser problème, notamment le critère du revenu, qui était la majorité des cas, pourquoi les cas étaient refusés, en fait, qui ne passaient pas la rampe, souvent pour quelques dizaines de dollars. Donc, pour quelques dizaines de dollars au-dessus du revenu autorisé, faisant en sorte que les personnes aînées n'avaient pas droit à cette protection de l'article 1959.1. Ils ont aussi vu des critères de l'âge, donc quelques mois avant d'atteindre le 70 ans, et le critère de la durée d'occupation, donc quelques mois avant d'avoir complété le 10 ans, les locataires n'étaient pas admissibles finalement à cette protection-là. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que malgré les craintes, si je peux dire, ou les protestations des groupes de propriétaires, comme quoi cet article-là brimait leurs droits de propriété, on peut voir qu'il y a peut-être dans 60 cas en 6 ans où le droit de propriété, finalement, ou le droit au logement a été plutôt garanti contre des reprises ou des évictions. Et puis ça, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en dessous, là. Parce que moi, dans ma thèse, justement, j'ai documenté une dame qui était protégée, mais qui disait il me harcèle chaque jour, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Exactement. Donc, ça, on ne le sait pas. Donc, le rapport fera état de tout ça et même certains extraits de ce qui s'est passé en cours là, lors des audiences là, pour montrer, en fait, les problèmes qui sont liés, les enjeux juridiques qui sont liés et les recommandations que Martin Gallier fait et Benjamin Paré font par rapport à une amélioration, parce que pour le moment, on peut dire que ce n'est pas un outil de protection des locataires, mais ça pourrait faire partie des outils. Donc, il y a des choses à améliorer par rapport au 1959.1. Il ne s'agit pas de scraper l'article, mais de montrer les limites, en fait, de l'article juste depuis son adoption. Donc, en gros, c'est ça. Fait quelques constats, c'est que finalement, institutionnellement, c'est qu'il y a une faible ou non reconnaissance de la précarité résidentielle des aînés à travers les outils. Québec a mis des aînés, les villes et les municipalités ont mis des aînés, etc., etc. L'article 1959.1 a une portée vraiment très limitée. Et l'expérience des locataires, ça nous montre vraiment une très grande insécurité, précarité. Si je peux me permettre, j'aimerais revenir sur un commentaire que Julien a fait par rapport au fait que ces personnes aînées-là, même si elles ne vont pas nécessairement au tribunal administratif du logement, on le voit dans les entretiens, qu'elles ont des tactiques finalement d'autodéfense ou d'autoprotection ou de résilience. Et ça, j'ai bien hâte qu'on le mette en perspective parce qu'on le voit des fois dans la réaction face à des propriétaires qui ont des comportements abusifs et même parfois menaçants. Ils savent quand même... ils savent quand même se défendre de façon à laquelle on ne s'y attendrait pas, finalement, de par leur propre comportement ou leur grande résilience. Ou leurs compétences, parce que oui. Moi, je vois un profil émerger, c'est celui de la femme âgée, mettons, je dis ça vite, là,
archétypal un peu. Celui de la femme âgée qui était comptable ou secrétaire administrative et qui a donc une extrêmement de très bonnes compétences dans l'administration de documents et qui vont monter des gros dossiers sur leurs propriétaires, qui vont tout documenter et qui vont donc exposer leurs contradictions. Comme ça, c'est juste que c'est des beaux dossiers, mais parfois au TAL, ben, ça passe même pas non plus. Donc, mais c'est quand même intéressant à voir sur le terrain. Donc, je ne sais pas quelle heure il est, mais peut-être qu'on doit prendre des questions, j'imagine. C'est parfait pour prendre les questions. Merci beaucoup, Julien et Hélène. C'était vraiment bien intéressant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit en levant la main, en prise de parole directe. Raymond, c'est? Ok. Bon, bonjour tout le monde et merci Hélène, Julien pour votre présentation. J'avais une question un petit peu pour continuer sur cette question des tactiques. Donc, par rapport au comité logement et à d'autres organismes qui accompagnent ces personnes aînées, est-ce que vous avez remarqué aussi des tactiques ou des nouvelles formes d'intervention qui sont pensées pour accompagner plus efficacement, pour faire face à cette situation? Bonne question. En fait, je pense que ça va ressortir davantage dans la prochaine étape où là, on retourne sur le terrain auprès de ces organismes-là, mais dans une perspective de co-construction de connaissances. Donc, on va aller avec les premiers résultats, discuter de tout ça. Certains des intervenants, on les a déjà vus en groupe de discussion. Il va y en avoir probablement des nouveaux. Et c'est là, en fait, c'est le volet tactique, c'est la prochaine étape. Mais je ne sais pas, peut-être, Julien, tu as été dans plusieurs groupes. Il y en a peut-être qui ont émergé, qui m'échappent déjà. Ben, c'est sûr que dans certains comités, là, je regarde Catherine Clich devant moi. Des fois, il y a de l'accompagnement qui se fait directement au tribunal là, avec des personnes vieillissantes. Mais des formes d'accompagnement spécifiques, je pense que c'est plus un souci, une lecture spécifique des problèmes âgés qu'il y a à certains endroits et d'autres moins, peut-être. En fonction des comités logement, mais en même temps, je pense pas que. Tu sais, c'est parce qu'entre une personne handicapée, une mère monoparentale, une personne âgée, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça, tu sais, au final, dans la précarité résidentielle ou dans l'accompagnement dont ils ont besoin. En fait, il y a une violence de classe avant tout, tu sais. Aller au tribunal seul, se représenter quand tu es semi-analphabète, c'est tout aussi violent quand tu as 45 ans que quand tu en as 78. Là. Donc, je ne sais pas à quel point on va trouver des spécificités là-dedans, mais une chose est sûre, c'est que les aînés ont vraiment besoin d'accompagnement au TAL. Ça, c'est certain. Ouais. Mais les gens n'ont pas les ressources. Question ici. Madame Constantin. Oui. Oui, bonjour. Récemment, la loi, moi, je veux dire, dans mes jeunes années de militante, à l'époque, on parlait d'avocats populaires. Donc, les membres des comités de logement et les bénévoles pouvaient aller à la régie pour représenter les locataires qui étaient trop intimidés. J'ai fait mes débuts comme ça, jusqu'à ce que le barreau se rende compte qu'il y avait des gens qui jouaient un peu le rôle d'avocat sans être avocat. Donc, à ce moment-là, ça a été interdit. Mais récemment, au cours de la dernière année, ça a été autorisé à nouveau dans la loi pour les comités de logement. Là, en fait, donc, les gens pourraient théoriquement être représentés, accompagnés avec soutien par les comités de logement. Le problème que ça pose, c'est que les comités de logement sont déjà tellement débordés à répondre aux demandes, à faire le suivi téléphonique, moi, en personne, je ne pense pas qu'il y aurait les ressources pour dégager pour aller faire la représentation locale. Mais théoriquement, là, il y a la possibilité. Ça prendrait des travailleurs sociaux in-house, comme on dit, qui seraient affectés à ça. Peut-être on peut prendre Éric d'après Marie-Josée. Oui, ça m'intéresse ce que Louise vient de dire. Là, je n'étais pas au courant de ça. Est-ce que c'est une modification à quelle loi qui a été apportée pour nous donner le droit de représenter les locataires? Je n'ai jamais entendu parler de ça.
Oui, écoute, Eric, il faudrait que je fouille le numéro de la loi, mais c'est la loi, là, tout le temps, les espèces de lois mammouth, là, qui modifient 50 affaires, là, la- le mandat de la SFQ, le mandat du TAL, etc., etc. Donc, je pourrais fouiller un peu, là, puis envoyer la référence. Oui, j'aimerais ça parce que nous, Pas, on a reçu une lettre 37. il y a peut-être 3 ou 4 ans du barreau là, qui justement, nous mettait Oui, en demeure de modifier nos façons d'annoncer nos services, sinon il allait nous amener à la cour, là. ouais, ben Donc, ça je serais curieux concernait de. quand les comités de logement rédigeaient des mises en demeure là, au nom des personnes, mais la représentation physique au total, je pense que c'est 67 ou 37, là. En tout cas, il y a un 7 en quelque part. Je vais essayer de la retrouver, mais c'est dans l'année qui vient, l'année courante, là. Sinon, j'aurais peut-être un commentaire là, pour sortir du dialogue. Oui, excuse. Euh, ce que je comprends de votre étude, c'est qu'elle s'adressait at large à toutes les personnes aînées sur les 3 territoires. Est-ce que dans les personnes que vous visiez, il y avait des gens qui habitaient en RPA, en résidence privée pour aînés, ou c'était uniquement dans le parc locatif régulier? Puis, OK, d'accord, ça m'éclaire sur ça. Puis peut-être mentionner qu'il y aurait tout un chantier dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt. On vient de voir que le plus gros propriétaire de RPA au Québec, le groupe Sélection, a dû se mettre sous la protection par rapport à ses créanciers. Puis il y a une nouvelle qui est sortie, je pense, cette semaine ou il y a 2 semaines, qui indiquait que les nouvelles normes gouvernementales, notamment par rapport aux gicleurs, mettaient à risque à peu près 15 des RPA au Québec. Qu'on a vu toutes sortes de tactiques de propriétaires, de spéculateurs pour transformer des RPA, puis sacrer les locataires dehors aussi. Il y aurait peut-être lieu, à mon avis, de faire une étude élargie de toutes les conditions d'habitation des personnes âgées au Québec, incluant les RPA, puis en tout cas, c'est un gros chantier, là, mais en tout cas, il y a un gros enjeu, surtout dans un contexte de vieillissement de la population qui est assez Ouais, important. ouais. Ben, peut-être que je peux répondre à ça. Pardon? Je vais répondre à ça, puis après, on va prendre Marie-Josée rapidement, là, parce que, ben, tu sais, c'est ça, les RPA, on a décidé de laisser de côté parce que, ben, pourquoi que ça soit tout à fait pertinent, là, c'est un autre set normatif. Ben, c'est quand même du logement privé, là, sauf que des fois, il y a des agréments avec les CIUS et tout. C'est très intéressant, mais là, on voulait vraiment se concentrer sur le locatif privé qui est sous-étudié au Québec. Les problèmes sont sous-documentés. Alors qu'en RPA, ben, il y a un peu plus de travail qui se fait. Moi-même, je suis co-chercheur dans une étude à Longueuil sur les RPA, sur la maltraitance organisationnelle. Il y a quand même des choses qui se font, mais je suis d'accord avec toi, Eric, que ça nous prendrait un gros état des lieux en RPA. Hein. On rappelle, c'est environ 7,3 des aînés qui vivent en RPA, hein, au Québec, et donc environ 3,3 en CHSLD. Bon, que je ne considère pas un milieu de vie, c'est plus un lieu de fin de vie, autour de 19-20 mois d'espérance de vie environ. Mais tout le reste, justement, on n'en parle pas. On ne parle pas non plus des petits propriétaires âgés qui sont vraiment à la corde, hein, qui, avec les hausses de taxes foncières, hein, les taxes foncières montent plus haut que l'indexation de leur revenu de retraite. Puis ça, c'est un gros problème de précarité résidentielle aussi, surtout dans des endroits en région éloignée notamment. Marie-Josée. Micro. On vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Je ne Oh, sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez en écho? non. Ça va. OK, c'est juste moi, je vais fermer mon son ici.
OK, c'est vraiment n'importe quoi, mais je suis comme branchée sur 2 comptes en ce moment pour pouvoir suivre, là. Dans le fond, je suis contente parce qu'il y a Éric qui est là. Moi, je suis organisatrice communautaire là, au CIUS Centre-Sud, mais plus sur la portion Les Faubourgs. Donc, évidemment, on vit les changements de vocation des RPA là, avec la résidence Mont-Carmel, mais juste quelques semaines avant avec la résidence Sainte-Catherine. Je trouve qu'il y a des choses que vous avez dit aujourd'hui, tu sais, qui font vraiment écho à ce qu'on essaie de documenter aussi localement sur le territoire, notamment justement, tu sais, la différence quand il y a des aînés qui se mettent ensemble, qui sont habitués à des luttes, etc. Ça fait toute la différence en ce moment. Tu sais, à Mont-Carmel, c'est des gens qui étaient habitués quand même à une certaine lutte, qui avaient un niveau d'autonomie aussi assez élevé, versus, par exemple, une fermeture de RPA comme Sainte-Catherine, où c'était un niveau d'autonomie 4, là, donc très, très impacté au niveau de la santé, où là, on n'a pas pu voir, tu sais, on était en réaction, on a appris la nouvelle, c'était trop tard. Les gens étaient en train d'être relocalisés ailleurs. Mais c'est pas là que je voulais nous amener, dans le fond. C'est juste qu'on a fait un état de situation dans les derniers mois sur l'habitation des aînés. Puis effectivement, dans notre territoire, c'est sûr qu'on a à peu près 30 de propriétaires aînés. On a demandé à la santé publique justement de nous extraire un peu des données fines, à savoir dans quelles conditions ils vivaient. Puis c'est un peu ça aussi le portrait. Là, on a quand même quelque part comme, je pense que c'était comme 5 propriétaires sur 10 là, qui vivaient avec moins de 40 000. Donc, c'est sûr, ces augmentations de taxes foncières-là, en sorte qu'ultimement, vont peut-être être précarisés. Puis pour retrouver une option d'habitation dans le quartier, ça va demeurer difficile parce que, bon, on a un bon parc de logements social abordable, mais est-ce qu'ils répondent aux critères d'accès à ces milieux-là? Peut-être pas. Donc, tu sais, on se retrouve comme dans des options limitées, en tout cas, de relocalisation, du moins si on veut rester dans le quartier aussi. J'avais comme une question par rapport au fait que vous avez quand même mentionné les plans MADA dans votre étude. Est-ce qu'il y avait existence ou non-existence d'un plan MADA? Est-ce que ça présupposait justement que s'il y a un plan MADA, étant donné qu'une des composantes, c'est le logement, on s'attend à ce que la Ville soit proactive dans la recherche de solutions pour l'habitation? Je ne sais pas si la volonté de mettre s'il y avait un plan d'action MADA ou pas avait vous voyez qu'il y avait une implication différente dans la municipalité ou pas, ou du moins au niveau des organismes, la solidarité, etc. Tout ça, on l'a mentionné, mais je voulais savoir un peu par rapport au lien avec le plan MADA et l'implication de la Ville dans la recherche de solutions pour le logement. Petite parenthèse, nous, on a approché l'arrondissement Ville-Marie pour mettre en place une démarche municipalité Amis des aînés parce qu'on trouvait qu'on avait besoin de regarder la situation des conditions de vie des aînés, notamment le logement. On nous a dit non. Donc, on n'a pas lâché le morceau, mais disons qu'il nous englobait ça un peu sous la sauce accessibilité universelle, ce qui n'est pas tout à fait exactement ce qu'on recherchait en faisant d'avoir vraiment une photo des aînés des quartiers de Ville-Marie. Donc, c'était un peu décevant. Donc, en tout cas, je voulais entendre un petit peu le lien que vous voyez peut-être là, quand une démarche municipalité Amis des aînés, est-ce que ça semble faire une différence ou c'est plus un coup de marketing? Sentez-vous qu'il y a plus, il y a vraiment une conscience, disons, des enjeux de vie des aînés sur le territoire? Fait que c'était pas mal ça, là, ma question. Ouais, en fait, je peux donner des éléments de réponse. Je ne suis pas la chercheuse qui a fait le travail de fond là, sur les plans MADA. Là. C'est vraiment Megan Joy qui a fait le rapport là-dessus, là, qui va être publié à un moment donné. En fait, le travail qui a été fait, c'est vraiment d'analyser chaque plan et de voir quels étaient les objectifs et les pistes d'action qui étaient formulées dans les plans MADA. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait peu ou pas sur le logement ou parfois des références à Accès Logis. Mais c'était à peu près tout. Donc, c'était... et quand l'emphase est mise sur des plans de mobilité ou sur du design urbain d'espace public, on n'est pas allé jusqu'à voir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que finalement, ils ont atteint leurs objectifs au niveau de l'accessibilité et de l'aménagement des espaces publics. On s'est contenté de regarder vraiment la dimension logement et c'est ce que j'ai fait ressortir là pour montrer les limites finalement de cet outil-là, du moins dans la façon qui a été exploité jusqu'à présent dans les municipalités ou dans les localités.
Mhm. Ouais, c'est une grosse critique qui est faite notamment par Tinny Buffel et Chris Phillipson à Manchester. Critiquer le fait que les plans MADA, en fait, sont un peu aveugles aux différences de classe, en fait, aux conditions matérielles d'existence, du moins. Et puis au Québec, ben, tiens, vous savez, le plan MADA de la ville de Montréal a dit oui, on va faire 12 000 unités abordables et accessibles et blablabla. Et dans leur bilan, ce qu'ils ont dit, c'est ils ont nommé en gros les 197 unités de l'OMHM au métro Rosemont. Là, c'est pas mal ça. Donc, tu sais, c'est toujours. Puis quand on interroge les acteurs municipaux, ben c'est toujours la même chose. Hein, c'est Axélogie, mais là, on a un problème avec Axélogie. Et c'est la faute au provincial, puis le provincial dit que c'est la faute au fédéral. Fait. Il n'y a aucune mesure structurante. Là. Ça existe, il n'y en a juste pas. Donc, c'est pas par les plans MADA que ça va arriver, je pense, là, selon moi. Mais en même temps, ça pourrait être des outils aussi de mobilisation. Tu sais, c'est parce que c'est des politiques publiques, hein, c'est comme on fait ce qu'on veut avec ça. Mais pour l'instant, en Europe, ça a beaucoup plus de sens dans certaines villes, l'habitation dans les plans MADA, là, comme en Angleterre en tout cas. Parce que beaucoup de villes gèrent de façon plus indépendante leur stock de logements locatifs, etc. Social, notamment. C'est ça qu'on pourrait dire. Je sais pas, peut-être une Je voulais dernière faire question. un peu du pouce sur ça. C'était, vu que Longueuil est la seule où ils sont en deuxième phase, puis que quand même l'intitulé, c'est le vieillir chez soi, il me semble, ou quelque chose de même. Est-ce que là, il y a quand même par rapport à Petite Poterie, là, est-ce que là, il y a quand même quelque chose où il y a une vraie volonté d'avoir peut-être un règlement municipal, ou finalement, c'est plus c'est comme quelque chose qui est écrit, mais qui est pareil, pas tant axé sur du proactif, puis des vraies réglementations de protection, etc. C'est ce qui reste à vérifier, en fait. De savoir si ça s'est traduit par des règlements ou même des investissements de la part de la municipalité. Là. Ce qu'on n'a pas fait encore, là, de vérifier là, comment ça s'est traduit. Ben, on sait qu'à Montréal, le plan MADA, le dernier, il y avait juste 200 000 de budget, puis c'était pour donner à 4 ou 5 organisations. Il n'y a pas d'argent, vraiment. C'est plus des collections de mesures qui sont faites dans différentes divisions municipales, qui sont mises ensemble en disant, voilà le plan, et qui s'accrochent au plan d'urbanisme, puis au plan de ci, puis de ça, mais finalement, c'est beaucoup de discours. C'est des discours. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question, commentaire Ben, merci beaucoup pour cette super intervention. On a hâte de voir la suite, ce qu'on présentera au printemps, je pense, les différents rapports que vous avez cités qui sont en train de s'en venir. Donc ça, c'est vraiment super. Puis merci à toutes et toutes de vous être connectés. On vous donnera des nouvelles pour la date et la présentation de janvier au début du mois. Et puis, je voulais remercier Catherine Clich, qui est à l'organisation derrière tout ça et qu'on ne voit pas, qui est derrière un écran noir crash, mais qui est là. Voilà. Puis j'en profite que Gabriel est là parce que Vivre en ville vient de sortir. Vous avez sorti un document là, sur l'habitation des aînés. Puis... On travaille dessus. C'est ça. On travaille sur la diversification de l'offre résidentielle pour les aînés dans les petites et moyennes municipalités. Puis là, tu m'as mis sur le spot, là, mais les enjeux des MADA, c'est comme un secret de polichinelle. Là. Tout le monde le constate, mais personne ne le règle. Il n'y a pas un professionnel d'aménagement ou expert à qui on a parlé qui ne constatait pas ce problème-là. Ça serait vraiment une porte à ouvrir, là, c'est clair. Yes. À travers le crash, on pourrait l'ouvrir. C'est ça. On va cracher la porte. Merci pour votre présentation. Merci tout le monde. Passez une belle Merci journée. pour votre présentation. Bel après-midi. Bye bye.